Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une journée de sensibilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes à Mayotte, ce qui va se passer au SMA de côté mercredi. Et pour en parler, deux personnes sont là sur ce plateau. Marie Charifou, assistante sociale des armées, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et nous recevons également le lieutenant Marie-Ambre Montenol, psychologue. Bonjour. Bonjour, merci d'être là avec vous évidemment. On va parler de cette demi-journée, on va dire, qui est organisée au RSMA. Dites-nous d'abord, lieutenant, pourquoi était organisée cette demi-journée là-bas au RSMA? Donc l'objectif en fait pour le RSMA d'organiser ces demi-journées d'action contre les violences faites aux femmes, c'est avant tout de sensibiliser en fait nos volontaires sur ce qu'est la violence dans un premier temps, parce qu'on sait qu'à Mayotte elle est quand même banalisée sous toutes ses formes, hein, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, verbales, sur les réseaux sociaux ou de manière, les violences économiques et administratives. Le deuxième but est évidemment d'éduquer aussi cette jeunesse. C'est le côté citoyen aussi, le savoir-être du régiment. C'est ce qu'on apprend en tout cas au RSMA. Le but c'est de mieux comprendre les conséquences que ces violences ont sur les victimes aussi, de manière à déstigmatiser les victimes, qu'elles puissent en parler, qu'elles puissent nous faire confiance au niveau du... Parce qu'on a créé le pôle d'accompagnement médico-psychosocial au régiment, donc avec l'assistante sociale, un médecin, le psychologue et un coordinateur régimentaire. Et donc notre objectif, c'est de libérer la parole, de permettre aux jeunes de s'adresser à nous et qu'ils comprennent qu'en tout cas, évidemment, au RSMA, on comprend ces difficultés, on les accompagne. C'est pas ça le plus dur, libérer la parole? Si, c'est très compliqué. Ouais. C'est encore très compliqué parce qu'il y a énormément de tabous, C'est ça. notamment au niveau familial. C'est encore une honte. Oui, c'est ça, on n'en parle pas. On a honte, la victime a honte d'en parler. Voilà. Et vous, en tant que psychologue, le tout, c'est d'amener la victime à en parler. Mais comment on peut déceler qu'il y a une victime? Parce que des fois, on peut sentir des choses. Alors, il y a un mal-être. Ouais. Clairement, quand on est victime de violence, quelle qu'elle soit, il y a dans un premier temps un mal-être. Ça engendre des symptômes, des troubles du comportement. Donc en fait, tout est petit à petit. L'objectif, c'est de discuter, d'essayer de comprendre le chemin de vie, le parcours de chaque jeune et d'essayer de voir sur quoi est-ce qu'on peut agir, quels sont les leviers. Parce qu'évidemment, un jeune qui se retrouve seul, qui n'en parle pas, si on prend le cas d'inceste par exemple, la victime est complètement isolée. Donc il va falloir travailler avec ces difficultés-là, donc ouvrir sur du partenariat. C'est aussi l'objectif de cette demi-journée, c'est de présenter en fait toutes les structures qui existent sur le département pour que les jeunes par exemple puissent avoir accès à des soins, pour pouvoir parler à quelqu'un, que ce soit en dehors du cercle familial ou amical, parce que c'est aussi compliqué. Il y a beaucoup de rumeurs, les jeunes habitent en village. Et en fait, une information circule très très vite. Oui, ça c'est vrai également. C'est aussi la peur, non? La peur de dénoncer, la peur de parler, la peur des répressions. Il y a la peur effectivement du côté répressif. Ouais. Il y a la peur peut-être de l'auteur qui exerce des menaces, parce que la victime est souvent... il y a une question d'emprise aussi dans la violence. Donc effectivement, c'est accompagner à faire en sorte que la honte change de camp. Oui. Que ce soit l'auteur qui finisse par avoir honte de ce qu'il a fait. Et donc ça passe par du soin, ça passe par la justice, ça accompagné aussi au dépôt de plainte petit à petit, à ce que les volontaires, la jeune génération commencent à faire confiance aussi en la justice, parce que pour l'instant c'était pas encore... c'est pas encore le cas. Oui, c'est pas encore dans leur tradition, dans leur système. C'est clair. Parlons-en du programme. Que va-t-il se passer durant cette demi-journée le 8 décembre? Alors, il faut savoir que les thématiques qui ont été sélectionnées viennent des accompagnements, hein, c'est-à-dire qu'on a reçu les jeunes et on a relevé des thématiques qui revenaient souvent, notamment l'exercice de l'autorité parentale dans le contexte de violence conjugale. Il faut savoir qu'on a des jeunes qui sont parents, hein, qui ont des enfants, qui vivent beaucoup dans une famille élargie, hein, dans un contexte familial élargi. Donc on peut parler de violence intrafamiliale aussi, tout ce qui est maltraitance dans l'environnement familial, les enfants témoins et victimes de violences conjugales.
Comme l'a dit le lieutenant Montenol, on a abordé tout ce qui est violence sexuelle, donc des thématiques qui vont parler du consentement. On va embrayer sur la prostitution et l'inceste aussi. Donc ce sont des thématiques qui reviennent. La communication non violente, hein, parce qu'il faut aussi les amener à apprendre à communiquer voilà, hein, de manière sereine, entre pairs, dans l'environnement hommes-femmes, hein, dans leur couple, etc. On avait prévu aussi des stands d'accueil des victimes pour leur montrer hein, la procédure quand on dépose plainte, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'ils vont être accompagnés, quel est le circuit du dépôt de plainte, à quoi ça va mener à la clé, et la prise en charge aussi des auteurs de violences, qui est très importante. Il ne faut pas non plus écarter les auteurs. C'est ça, c'est double emploi. C'est parce que il faut aussi traiter les auteurs, comprendre l'acte aussi. Voilà. C'est ça aussi un peu ce que vous disiez, lieutenant, c'est de comprendre un peu le pourquoi du comment, s'occuper non seulement de la victime, mais également de l'auteur. Vous disiez que la honte change de camp, mais il faut aussi traiter cette honte-là. Bien sûr. Et on se rend compte que de manière générale, un auteur on ne naît pas foncièrement violent ou méchant. Ouais. Donc c'est qu'il y a un parcours derrière, c'est qu'il s'est passé des choses, la personne s'est construite d'une certaine manière, et donc il faut mettre du sens sur ses actes. Ça c'est important ce que vous dites, on ne naît pas, on le devient. C'est terrible quelque part de savoir ça. Voilà, parce que souvent on a ces trucs, excusez-moi l'expression, salaud, violeur, téléga, etc. Va en tôle et sort plus. Il y a une haine quelque part qui sort. Hein. Je fais exprès de prendre des mots crus. Or vous dites non, attendons, c'est pas si facile que ça. Non, non, non. Il y a tout un parcours de vie derrière. Il y a tout un, voilà, hein, des comportements. Liés aux fréquentations, à la prise de produits, aux violences, voilà, dans l'enfance, à la pathologie. Ça peut être aussi lié à des pathologies mentales. Ouais. Voilà. Comprendre le pourquoi du comment. Le but, c'est que ça recommence pas, quoi. Le but, il est là quelque part par rapport à l'auteur, c'est de comprendre le phénomène, le déclic qu'il y a eu, pour pouvoir le traiter, pour pouvoir quelque part aider la victime d'un côté à se reconstruire, mais aussi à l'auteur de ne pas recommencer, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que des fois, même si je vois dans les trucs, vous avez ce stand, etc., la personne parle, mais c'est très difficile. Peut-être qu'elle dit oui, j'ai été violée, mais elle ne va peut-être pas dire par qui, comment, pourquoi. Est-ce que des fois, ça va pas être étonnant de trouver l'auteur quelque part des faits, non? Je sais pas. Alors l'auteur, c'est pas si compliqué. Okay. En tout cas, en entretien privé, c'est pas si compliqué de savoir qui a fait ça. Le plus compliqué, ça va être de le sortir de la consultation. Ça va être, voilà, c'est se confronter aux autres, au monde, au regard des autres, avec la honte, la culpabilité, parce qu'il y a énormément de culpabilité chez les victimes de violences. C'est ce qu'on leur apprend, hein, que c'est de leur faute et que c'est elles qui ont engendré ça. Donc c'est là où ça va être un peu plus difficile et c'est là où il y a une différence de temporalité entre la justice et la victime. Oui, on le sait, ouais. Voilà, ça c'est clair. Autre sujet, il y a les violences sexistes au travail. C'est important aussi d'en parler. Alors après, certains disent ça va trop loin, on peut plus. Certaines personnes, oui, on peut plus rien dire. On se fait traiter d'une violence sexiste. Il faut faire attention à nos mots. En même temps, il vaut bien avoir un cadre. Est-ce que cela existe au sein du RSMA, par exemple, qui est un mélange homme-femme? Est-ce qu'on sait? Est-ce que ça existe au sein du RSMA au niveau des jeunes? Est-ce qu'on les éduque pour pas que ça se passe justement? Mais c'est l'objectif justement de ces actions de sensibilisation, c'est pour permettre aux jeunes, voilà, d'identifier ce type de problématique et de savoir aussi que si, voilà, s'ils sont amenés accidentellement à avoir des comportements sexistes ou inadaptés envers leur père, c'est leur faire prendre conscience justement qu'attention, il y a des limites, il y a une loi qui encadre ça, voilà, c'est de l'éducatif, hein. Oui, bah c'est le propre même du RSMA, c'est au niveau de l'éducation, au niveau de mettre des barrières à ces jeunes qui, des fois, n'en ont pas. Hein. Oui, voilà, et en fait, au niveau de l'armée, il y a des référents mixité. Okay. Donc au RSMA, là, actuellement, vous avez 3 compagnies, et donc dans chaque compagnie, vous avez 2 référents mixité, un homme et une femme en général, qui permettent en fait de travailler ces questions-là.
auprès des jeunes, ou en tout cas en cas de conflit ou de difficulté, les jeunes peuvent aller voir ces personnes-là ou le pôle d'accompagnement médico-psychosocial et on entame un dialogue, une médiation, et on essaie de comprendre ce qui se passe. Et votre rôle, parlons-en un peu, votre rôle qui est complémentaire, vous deux au sein du RSMA, j'imagine qu'il y a du travail. Hein. Là, on sent que les psychologues, on en parle beaucoup en ce moment dans l'île, le psychologue, vous me disiez en antenne, beaucoup arrivent, peu restent. C'est vrai, l'attractivité est compliquée, on manque de psychologues, c'est criant de vérité, ça. Hein. Oui, complètement. Mayotte, c'est le début en fait de la prise en charge médico-psychosociale. Donc effectivement, moi mon rôle en tout cas au sein du RSMA, c'est de les accueillir, d'accueillir tout type de problème. Je suis un peu un généraliste, on va dire, ouais. Un médecin généraliste. Ouais. Donc ça peut toucher de la grossesse aux violences, comme aux difficultés familiales ou au travail, peu importe. Et donc le but c'est d'accueillir cette parole, d'essayer de comprendre avec eux ce qui se passe, quels besoins ils ont, pour pouvoir en fait les accompagner et travailler avec les structures partenaires, parce qu'ils ne restent pas si longtemps que ça au RSMA, c'est un passage. C'est clair. Entre 6 mois et une année. Donc en fonction des difficultés, on va tout de suite travailler les orientations et avec les partenaires et structures du département pour avoir une poursuite de soins. Parce justement, que parfois, en fait, c'est souvent on amorce. Ils prennent conscience qu'il y a un souci, et donc il va falloir avoir des soins sur du long terme. Et là, justement, on sent tout le partenariat entre le psychologue et l'assistante sociale. Vous dites le suivi, et bien le suivi par le social, qui de mieux que vous, assistante sociale, pour établir cette continuité, non? Oui, tout à fait. On travaille beaucoup en binôme sur beaucoup de situations. On intervient en binôme aussi lors des incorporations pour nous présenter aux jeunes, présenter nos missions et ouvrir la porte en fait d'un espace où ils seront écoutés en toute discrétion. Un espace où on va établir une relation de confiance avec eux. Moi, de mon côté, je vais beaucoup axer mon accompagnement sur l'accès au droit, parce que c'est des jeunes qui méconnaissent un petit peu quelles portes ils peuvent ouvrir s'ils recherchent un logement, comment ils vont pouvoir gérer leur budget, parce que c'est tout nouveau pour eux. Voilà comment ils vont pouvoir lever les freins à leur insertion sociale et professionnelle durant leur parcours de formation. Qu'est-ce qui bloque à la maison? Qu'est-ce qui fait qu'au sein de la cellule familiale, il y a quelque chose qui ne va pas, qui freine un peu? Voilà, d'où cette complémentarité. Et ma collègue, elle sera surtout sur le volet psychologique, prise en charge psychologique, les soins. C'est ça, voilà. Avec également le médecin. Où je travaille beaucoup en lien avec les médecins, parce que la prise en charge, souvent, elle est médico et psycho. Ok, au moins c'est bien complet, quoi. On sent que c'est bien encadré, comme le RSMA, c'est une force que l'on a à Mayotte, évidemment. Parlons des partenaires maintenant, parce qu'il y a des partenaires qui sont là pour le 8 décembre l'après-midi. Oui, tout à fait. On a une dizaine de partenaires. Donc on a le CDAD, ils seront présents avec également les jeunes ambassadeurs des défenseurs des droits, l'ACFAV, donc l'association d'aide aux victimes, le CIDFF, l'association Narikem Sada, la maison de protection des familles, le SCJE, le bureau d'aide aux victimes au niveau du tribunal, l'EVARS, donc qui fait partie de Mlésie, le PSP, donc c'est l'accompagnement à la sortie de prostitution. On a aussi fait appel à une sophrologue, Madame Leblond, qui est sur Petite Terre. Une sophrologue. Sophrologue, c'est rare d'entendre ce nom-là. Sophrologue, souffrance? C'est ça que ça veut dire? Non, le but c'est d'amener à apaiser un peu les esprits et le corps. Donc vraiment sophrologie. La sophrologie, d'accord. Voilà. Donc on a également la médiation familiale de chez Mlésie, le CPCA, donc le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales qui vient d'ouvrir, les intervenants sociaux en gendarmerie et également l'association Ose libérer ta parole. Et puis, comme on parlait des intervenants, on parle des autorités, intervenants qui auront lieu, on parle de Jérôme Millet, le sous-préfet qui sera présent, on parle, et ça c'est important, du juge, le président du tribunal judiciaire, Laurent Benkemoun, qui va être là, et on parlait de justice tout à l'heure, le lien entre la culpabilité, le fait et la justice, c'est important d'avoir quelqu'un là qui va parler justement, j'imagine, de ça, de dire voilà, ce qu'on fait ça. En tout cas, rencontrer les jeunes, expliquer, et peut-être déstigmatiser aussi cette position du juge qui impressionne aussi.
Oui, puis en termes d'autorité, ça sonne au niveau du RSMA plus qu'ailleurs, hein, parce que là, vraiment, l'autorité, c'est clair, c'est vraiment l'un des axes importants hein, du RSMA. Donc, c'est ouvert à qui, cette demi-journée? Elle sera pour qui? Alors, cette demi-journée, elle est destinée à nos volontaires du RSMA. D'accord. Puisqu'en fait, nous, on est notre pôle est interne. On est un outil du régiment pour l'insertion. Donc, c'est vrai que ça se concentre sur nos jeunes. Et ça a lieu 2 fois hein, par année, ce faire. Voilà, tout à fait, 2 fois par an, puisque les jeunes arrivent tous les mois. Donc, on fait une première intervention en décembre et en général en juin, de manière à ce que tout le monde puisse passer, tout le monde puisse s'entendre, tout le monde puisse comprendre. Et comme vous le disiez, c'est des gens de passage. 6 mois, 1 année, ils s'en vont, ils commencent par vous. Est-ce que vous les suivez en tant qu'éducateur? Est-ce que vous suivez après ces jeunes 2 ans, 3 ans, 4 ans après? Alors, c'est la particularité de mes missions, c'est que je les suis après, effectivement. Ok. Voilà. Alors, je suis la seule à le faire hein, au sein du régiment. Tout simplement parce que quand on accompagne un jeune en tant qu'assistant de service social, on ne peut pas le laisser sur un bout de son parcours tant que ce n'est pas achevé. Il y a du boulot. Donc généralement, je leur accorde 1 an après la sortie du régiment. Pour suivre. Est-ce que vous, en tant que psychologue, vous les suivez encore ou est-ce que vous, c'est uniquement dans le cadre du RSMA, une fois que c'est sorti, ils n'ont plus cette aide-là par rapport à vous? Oui, effectivement. Moi, c'est vraiment que dans le cadre du RSMA, de leur passage au RSMA. C'est pour ça qu'en fait, il faut travailler l'orientation rapidement. Oui. Le but, c'est pas qu'ils s'attachent trop à notre lien thérapeutique. C'est que je transmette rapidement le flambeau en fait, à une autre association ou à un autre psychologue qui, eux, seront là. Mais c'est là le souci, c'est qu'on manque de psychologues. C'est que le problème, il est là, parce qu'un gamin qui vient vers vous pour se confier, il a besoin. Et on sait, des fois, les thérapies durent 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas comme ça, en 3 mois, que ça va changer un coup de baguette magique. Ça dépend des caractères, des personnes, vous le savez très bien. C'est compliqué, ça, d'avoir le suivi au niveau des psychologues à Mayotte. Oui, c'est très difficile, c'est frustrant pour nous. Hein. Bah, j'imagine. Mais bon, après on arrive, il y a quand même plusieurs structures, donc on arrive à jongler, je dirais quand même avec les partenaires, de manière à ce que nos patients ne soient pas seuls. Parce qu'après on a aussi tout ce qui va être état, hein, les centres médico-psychologiques, les urgences. Tout ça qui rentre en ligne de compte derrière. Voilà. En fait, vous êtes la base, le départ d'une reconstruction, quelque part, par rapport à ces gamins. Vous les aidez à une sorte de tremplin. Et donc, cet après-midi, on le rappelle, rappelez les horaires, les endroits, rappelez-nous les horaires. Alors, c'est de 14h à 17h, mercredi après-midi. D'accord. Une journée de sensibilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes à Mayotte et encadrées par des femmes. Est-ce que ça change aussi ? De quoi? D'avoir une psychologue femme quand on a été victime femme. Est-ce qu'on se libère plus? Parce que souvent des gens disent, s'il y a un psychologue homme, la femme n'osera pas parler. C'est des pensées bêtes et stupides, hein, mais est-ce que vous pensez que la parole se libère plus avec une femme? Alors je dirais que peut-être il y a une appréhension. Si c'est une victime femme qui a été agressée par un homme, peut-être qu'il y a une appréhension si le psychologue était un homme, mais je pense que c'est une question aussi d'accueil, de comportement et de contexte. Si on est suffisamment bienveillant, je pense que ça ne pose pas de soucis particuliers. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de cette demi-journée très importante. Merci et bonne journée. Merci également. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.